Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'AI Mission, votre nouveau rendez-vous mensuel où on vous parle d'intelligence artificielle, ce sujet qui vous préoccupe, qui vous occupe et qui nous occupe aussi à la rédaction. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons 4 invités de choix. Sabrina Menassria. Bonjour Sabrina. Bonjour Stéphane. Vous êtes autrice, conférencière et fondatrice de Singularity. Tout à fait. Voilà, vous nous expliquerez un petit peu après de quoi il s'agit concrètement. Juliette Mattioli. Bonjour Juliette. Bonjour Stéphane. Vous êtes senior expert IA chez Thales et président du comité de pilotage de Confiance.ai. Tout à fait. Zied Zalila, bonjour Zied. Bonjour Stéphane. Vous êtes professeur de mathématiques du flou, vous nous expliquerez à l'UTC et directeur fondateur d'Intellitech. Tout à fait. Et Bertrand Braunschweig, bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane. Pas de problème de prononciation sur le nom, j'ai bon? Très bien. Vous êtes coordinateur scientifique de Confiance.ai. Oui. Pour démarrer cette émission, comme d'habitude, nous allons tout d'abord traverser l'actualité du mois de janvier par la revue de presse. Alors, l'année 2025 a démarré en beauté, donc le 13 janvier, par une déclaration d'Elon Musk, qui dit que nous allons bientôt atteindre un plateau dans le développement des intelligences artificielles, puisque selon lui, nous avons utilisé l'ensemble des connaissances humaines dans la formation des IA. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand? Alors, il y a eu une étude publiée l'année dernière qui disait qu'en fait, pour les ressources de texte, ont toutes été utilisées, en fait, déjà, en anglais. Pour l'anglais. Pour les autres langues, c'est moins le cas. Les ressources images, il y en a encore pour une bonne dizaine d'années. Mais pour les ressources de texte, ça va être difficile de faire mieux puisque tout a été lu, en gros. Et donc, c'est confirmé par ce que dit Elon Musk, qui le fait lui-même, effectivement. Bon, donc, il ne dit pas que des bêtises. Alors, Zied. Déjà, lorsque vous parlez d'IA, c'est IA générative. Parce que, en fait. Oui. Voilà, exactement. Donc là, c'est pour les IA conversationnelles. Et donc, je pense que c'est là où il proposait d'utiliser des données synthétiques, peut-être, non? Oui, c'est ça. Il propose d'utiliser des données synthétiques créées par des IA. Exactement. Données synthétiques, le problème, c'est que les IA conversationnelles n'évaluent pas la véracité des données qu'elles utilisent pour générer leur propre production. Et donc, si jamais on s'amusait à faire créer des données synthétiques, donc artificielles par des IA, qu'elles réutiliseraient, des études ont montré qu'au bout de 7-8 boucles de ce type, elles finissaient par générer un texte incompréhensible avec aucun sens. Très bien, merci. Information suivante, donc le CESE, le Conseil économique et social, s'inquiète des conséquences de l'intelligence artificielle et dit qu'il faut encadrer donc le développement de cette technologie et appelle à créer des IA de manière responsable, éthique, durable et inclusive avec l'objectif de protéger les travailleurs et de ne pas augmenter la fracture numérique. Zied, Bertrand? Ça fait assez longtemps, en fait, qu'il y a eu une prise de conscience de ce sujet. Puisque l'Europe a placé l'IA de confiance et responsable dans ses objectifs principaux. Et en fait, un petit peu partout de par le monde, on se rend compte de cette question. Donc le Conseil, le CESE, suit en fait les recommandations qui ont déjà eu lieu de diverses manières. Ouais, c'est une prise de conscience internationale, c'est ça que je comprends quand même. Oui. Et par exemple, le positionnement du prochain sommet sur l'IA, le AI Action Summit, il est aussi sur... alors, il s'appelle Action Summit, donc il est orienté vers l'action, mais à l'origine, c'était des questions de sûreté, de responsabilité, etc. Donc, il y a une prise de conscience mondiale sur le sujet, oui. Zied, vous voulez compléter? Oui, en fait, de mon point de vue, je dirais l'IA de confiance va être nécessaire. Je dirais, actuellement, on fait la différence entre IA et IA de confiance, c'est-à-dire en fait entre IA opaque et IA intelligible, transparente. Et pour l'AI Act stipule de façon claire et nette que pour les systèmes décisionnels à haut risque, la transparence sera de mise et sera nécessaire. Et non pas seulement l'explicabilité des prises de décision prises par les IA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que vous avez parlé, Stéphane, de l'impact de l'utilisation de l'IA sur le travail, il est certain que beaucoup de postes, de métiers seront remplacés par des IA, ce qui est le cas aujourd'hui, y compris en sciences, puisqu'on a des IA qui peuvent faire de la science 24/24, 7/7, 365 jours l'an, pour peu cher.
Voilà. Oui, il y a des postes qui seront remplacés, d'autres qui seront juste modifiés, augmentés. Enfin, en tout cas, Voilà. ça va bouger les lignes. Voilà, ça va bouger par la force des choses. C'est une révolution, comme on en a vu, les révolutions industrielles, les tisseurs qui finissaient par détruire les métiers à tisser parce qu'ils avaient peur que ça les remplace. Et je pense que on aura nécessairement un impact au niveau de la formation et aussi des futurs métiers. Ça, c'est impératif, c'est évident. Alors, on enchaîne un peu plus tard, le 17 janvier, avec Apple, donc, qui décide de désactiver son nouvel outil d'intelligence artificielle générative, je précise. Cette version bêta qui a été utilisée pour faire des résumés d'actualité. Le problème, c'est qu'elle a répondu avec de fausses informations et les a attribuées à des médias comme la BBC ou le New York Times. Et Apple a promis de régler ce problème et de continuer l'amélioration de son outil. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette actualité à vous ? Moi, je vais compléter et ça va dans ce sens, à savoir, une IA, pour être de confiance, il faut qu'elle soit valide. Donc, ça veut dire qu'elle doit faire tout ce qu'elle doit faire, seulement ce qu'elle doit faire. Et là, le problème, c'est que les IA génératives ne sont pas nécessairement valides. On parle d'hallucinations et parfois elles répondent des bêtises. Ensuite, on a parlé de la transparence et l'explicabilité, ce qui est important pour une IA de confiance, puisqu'il y a souvent un humain dans la boucle. Enfin, il faut que l'IA soit robuste, surtout lorsqu'elle est utilisée dans un système à haut risque. Et on sait très bien qu'il n'y a rien de plus facilement attaquable qu'une IA par une autre IA, donc il faut qu'elle soit robuste aux attaques cyber, mais aussi au mauvais usage. Et le dernier point de l'IA de confiance, c'est qu'elle doit être, je dirais, responsable au sens où conforme à la réglementation, conforme à l'éthique et de plus en plus aussi en adéquation avec les standards qui sont mis. Et aujourd'hui, l'IA générative ne coche aucune case. Alors, je dis bien aujourd'hui, peut-être que demain ça ira mieux, mais elle n'est pas forcément valide, elle est facilement attaquable. La transparence, pas toujours, et puis l'éthique ou l'empreinte énergétique, c'est pas le cas. Je dirais, hallucination, déjà, je n'aime pas le terme. Il faudrait appeler un chat, comme disait Nicolas Boileau, et ça serait plutôt des erreurs, des sottises socratiques ou des idioties socratiques. Parce qu'en fait, l'IA, quand elle génère, elle ne sait pas si ce qu'elle génère est vrai ou faux. Parce que de toute façon, ce qu'elle utilise, elle ne sait pas non plus si c'est vrai ou si c'est faux. Au niveau de la responsabilité, je n'aime pas trop le terme d'IA responsable. Ce n'est pas l'IA qui est responsable, c'est l'usage qu'on en fait qui est responsable. Ah bah oui, c'est l'usage qu'on en fait. Donc c'est pour ça, IA responsable et éthique, ça me dérange au plus haut point. L'IA n'est pas responsable, n'est pas éthique. Par contre, son usage peut être responsable, doit être responsable, oui, et doit être éthique. C'est nous qui sommes responsables de l'IA. Exactement, doit être éthique. Mais comment voulez-vous qu'une IA puisse être éthique, et j'en parlerai la semaine prochaine au Palais Bourbon, si jamais vous ne savez pas comment cette IA qui est opaque prend ses décisions. Et je rappelle quand même que toutes les IA génératives sont basés sur des réseaux de neurones qui sont tous opaques. Et donc, on ne comprend pas comment la prise de décision se fait. Et plus le système est gros, moins vous comprenez. Et donc, c'est ça le véritable problème que je vois dans le développement et le déploiement de systèmes décisionnels critiques à haut risque, puisque c'est ce qui m'intéresse, c'est la transparence et la robustesse. Robustesse non seulement aux attaques, mais il y a une autre définition, une autre acception de la robustesse, c'est la robustesse aux nouvelles données, aux nouvelles situations, aux erreurs. Ça aussi, c'est de la robustesse, c'est de la performance. Voilà. En tout cas, je me permets peut-être juste d'ajouter un point, parce que je trouve qu'il y a un point qui est très intéressant qui a été soulevé, c'est la responsabilité des utilisateurs. Oui, et ce type d'erreur-là, ça montre aussi que là, ça montre que ces IA, ça montre les failles justement de ces outils-là. Et pour les utilisateurs, et le fait de l'amplification médiatique de ces erreurs sensibilise les utilisateurs au fait que l'information qu'ils consomment comporte potentiellement des erreurs, même si c'est écrit dessus. Quand c'est prouvé par les faits, c'est encore plus puissant. Et ça redonne du pouvoir aussi. Et ça donne aussi aux utilisateurs ce pouvoir de dire ce que je consomme, finalement, j'ai aussi un regard critique sur l'information et je ne dois pas actionner des actions derrière sans que ce soit passé par le filtre de ma réflexion. Et ça, je pense que ce type d'erreur le permet pour les utilisateurs. Et je rebondirai sur un point. C'est toujours le problème de confiance. Vous savez, moi j'ai développé au départ des systèmes d'aide à la conduite automobile. Vous avez confiance dans le système d'aide à la conduite parce qu'on sait pertinemment tout ce qu'il va faire et exactement ce qu'il va faire pour vous sauver la vie. Quand vous utilisez un LLM, quel qu'il soit,
ce n'est pas parce qu'il vous produit un texte qui est en français que nécessairement ce texte est vrai. Vous comprenez? Et donc, quelquefois, vous allez dire, tiens, c'est pas mal, tiens, c'est génial. Et finalement, à un certain moment, il va vous sortir une ânerie, une idiotie. Quand on donne un résultat du championnat Apple Intelligence, le championnat du monde de fléchettes, avant même que le championnat ne soit terminé, lorsqu'on annonce que Rafael Nadal a fait son coming out en annonçant son homosexualité, c'est une atteinte à la personne parce que c'est faux, c'est complètement faux. Et comment allez-vous faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux lorsque le texte est juste d'un point de vue français? En tout cas, toutes ces questions d'éthique, de transparence, c'est des choses qui ont en tout cas tiré la corde sensible du Forum de Paris sur la paix, qui a sélectionné 50 projets donc pour le sommet de l'IA. On en parlait, vous en parliez tout à l'heure, Bertrand. On en parlera aussi par la suite. Donc des projets qui ont été réunis dans 5 catégories. Donc IA et développement durable, confiance dans la démocratie, gouvernance éthique, travail et bien-être, et enfin culture. Voilà, l'objectif, promouvoir du sommet, c'est promouvoir des solutions innovantes et inclusives. Donc des projets qui seront présentés les 10 et 11 février prochains lors du sommet. Voilà, mais je pense que Ziad, vous vouliez compléter sur le fait qu'il n'y avait pas que ces 2 dates. Il y en a d'autres autour. Exactement. Il n'y a pas que ces 2 dates. D'ailleurs, lors de ces 2 dates, le 10, il n'y aura personne, puisque c'est les chefs d'État qui se réunissent, et c'est le 11, en fait, où ils vont présenter. Par contre, je tiens à préciser qu'il y a quand même ce qu'on appelle les side events qui sont labellisés par la présidente de la République, dont celui qui m'a été commandé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour parler de l'IA résonante générale Isratis au Palais Bourbon le lundi prochain. Et il y a d'autres événements et j'invite en fait les auditeurs et les téléspectateurs à assister à ces conférences qui peuvent vous donner une autre vision des IA. Encore une fois, l'IA ne se résume pas aux IA génératives. Je réinsiste là-dessus. On y reviendra justement. Voilà, on y reviendra justement après. Tout à fait. On avance toujours dans l'actualité le 20 janvier avec OpenAI, donc qui accueille l'IA agentique Task, la nouvelle fonctionnalité premium de ChatGPT qui propose d'effectuer donc des tâches à votre place. Alors là, on parlait de remplacement tout à l'heure. Là, on y est. Hein. Donc là, on a un agent virtuel artificiel, donc qui est possible, par exemple, de programmer un bulletin d'information hebdomadaire, une mise à jour quotidienne de la météo ou même un rappel de la mise en vente des billets de concert. Alors ça nous amène sur cette question des agents. Alors Bertrand, je crois savoir que c'est un sujet qui qui vous agite un petit peu. Oui. En fait, on est en train d'évoluer des LLM, les grands modèles de langage, les Large Language Models, vers les LAM, les Large Action Models, les grands modèles d'action. Effectivement, et pour agir, il faut quand même avoir un certain ensemble de connaissances. Donc, c'est bien d'utiliser l'ensemble des technologies qui sont mises en œuvre dans les modèles de langage pour ensuite engendrer des agents qui sont capables de faire des choses. C'est une évolution assez logique d'aller chercher sur le web, d'aller opérer directement des applications, etc. Et c'est une évolution qu'on voyait venir et qui est en train de se produire. Et cette année, on a dit que ça serait l'année des agents, effectivement. Merci Bertrand. Le 22 janvier, c'est premier coup de tonnerre sur la planète mondiale de l'intelligence artificielle avec l'annonce d'un investissement de 500 milliards de dollars sur 4 ans dans le secteur par le nouveau locataire de la Maison Blanche, Donald Trump. Voilà, donc le président des États-Unis a créé l'entreprise Stargate en collaboration avec OpenAI, la banque japonaise SoftBank et le spécialiste de cloud Oracle, et financé, voilà, tout ça par le fonds d'investissement américain MGX. Le projet de construction de data center a déjà commencé au Texas. Alors ça, une information comme ça va faire réagir tout le monde. On va commencer avec vous, Sabrina. Oui, alors ça montre vraiment, alors il a fait ça peu de temps après sa prise de fonction, donc ça montre vraiment la volonté stratégique de positionner l'IA à un très haut niveau et ça vient nourrir cette course effrénée pour la technologie et notamment avec des rivalités chinoises, puisqu'aujourd'hui on sait que cette rivalité économique historique depuis quelques années, pour la première place du podium de la première puissance mondiale, aujourd'hui la Chine
et les États-Unis, ils se positionnent sur ce domaine de l'IA. Et ça montre aussi un point qui est important, c'est qu'il a fait le choix de s'installer au Texas. Et donc, il y a cet éloignement de la Silicon Valley, cette volonté de sortir de cet espace, de cet écosystème de la Silicon Valley pour aller se positionner sur, on va dire, une région un peu plus traditionnaliste, si je peux exprimer le terme comme ça. Donc, il y a aussi une volonté derrière qui est une volonté qui est peut-être plus en réaction par rapport à l'état d'esprit de la Silicon Valley plutôt progressiste pour aller vers un espace qui est un peu plus, on va dire, traditionnaliste pour utiliser ce terme-là. Et donc ça montre aussi une volonté de s'éloigner de ces grands. Et je pense qu'on peut s'interroger sur le positionnement de Google qui n'était pas quand même à la table, qu'on n'a pas entendu sur le sujet. Elon Musk s'est exprimé. Donc il a dit, bon, en gros, vous n'avez pas l'argent pour le faire, pour la faire courte. Donc, il a un peu réagi parce que, bon, est-ce que c'est par frustration ou autre, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il a quand même un petit peu mis un petit pied de nez sur ce projet-là, ce qui est quand même intéressant. Et ce qui va être intéressant de regarder, c'est comment cet écosystème de la Silicon Valley va interagir autour de ce projet-là des États-Unis qu'a lancé Donald Trump. En tout cas, il n'a pas choisi la zone la plus froide pour du rafraîchissement des data centers. Je dirais, il y a aussi un autre point. Il y a des raisons financières, parce que les impôts, l'imposition, la taxation au Texas n'est absolument pas du tout la même qu'en Californie, je le rappelle, en termes d'impôts. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, d'un point de vue physique, personne physique, Elon Musk a décidé de s'éloigner de la Californie, où il paye beaucoup d'impôts, pour aller au Texas, où il paye 0 impôt de l'État. Il paye évidemment l'impôt fédéral, mais pas l'État. Voilà. Après, vous rappeliez très juste titre, quand on en a parlé, Zied, que pour l'instant, sur les 500 milliards, il y en a 10 qui ont été posés par SoftBank. Il y a 10 milliards qui sont couverts. 490. Voilà, exactement. Elon Musk l'a dit d'ailleurs. Hein, il y a 10 milliards qui sont couverts par SoftBank. SoftBank qui est en fait, c'est pas l'argent de SoftBank, puisque SoftBank gère l'argent des fonds souverains arabes, saoudiens et émiratis. Voilà. Effet d'annonce. Bertrand, oui, c'est un effet d'annonce. C'est un effet d'annonce, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Ah, c'est de bonne guerre. Du jeu, de toute façon. Vous savez, c'est un jeu d'annonce. Hein, c'est un petit peu comme la guerre des étoiles de Reagan pour mettre à genoux l'URSS. Oui, c'est ce qu'on dit un petit peu aussi. C'est exactement la même chose. Hein. C'est la nouvelle conquête spatiale. Bien évidemment, mais bien évidemment. Et il a réussi d'ailleurs dans son effet, dans sa stratégie, puisque l'Union soviétique a misé énormément sur cette guerre des étoiles et s'est appauvrie, et on connaît la suite. Bertrand, vous vouliez réagir? Oui, mais plutôt sur le principe en fait. L'idée, c'est que plus il y a de ressources de calcul, plus il y a de données, et meilleur sera le système à la fin. Et donc les gens investissent aux États-Unis, mais aussi un petit peu partout dans le monde, des quantités d'argent énormes pour développer des capacités de calcul sur cette base-là. Et ça, c'est un algorithme identique. Si on ne change pas l'algorithme, effectivement, c'est vrai, il a été constaté que plus on met de ressources de calcul, plus on met de données, et meilleurs seront les résultats. Par contre, il y a des moyens de faire autrement, qui sont de travailler sur les algorithmes, sur les modèles, etc. Mais bien évidemment. De manière à faire mieux, mais peut-être avec un petit peu moins de calcul, mais un peu plus d'intelligence dans le système. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Bertrand, et on l'a prouvé. J'ai été parmi les premiers en 2005 à détourner la puissance de calcul des GPU des cartes vidéo de Nvidia, qui ne savaient même pas qu'on pouvait le faire pour l'IA résonante qu'on a développée. Et aujourd'hui, on fait que du calcul CPU. Que du calcul CPU. Pour d'autres raisons aussi, parce qu'ils ont multiplié par N le prix de leur carte, quand ils ont su qu'on pouvait l'utiliser pour l'IA, avec les mêmes caractéristiques techniques, et puis parce que les GPU n'utilisent pas de calcul scientifique complexe. Mais sinon, je puis dire, et je le confirme, on peut faire mieux en changeant d'approche. Parce que je rappelle que tous les LLM, c'est des réseaux de neurones. Voilà. Et donc les réseaux de neurones, c'est du calcul tensoriel, il faut du calcul matriciel qui est disponible sur GPU. On avance dans la revue de presse, toujours outre-Atlantique, avec Donald Trump donc, qui annonçait l'annulation d'un décret pris par son prédécesseur, Joe Biden, donc sur la sécurité en matière d'intelligence artificielle. Le texte d'octobre 2023 imposait aux entreprises la transmission d'informations sur leur modèle d'IA au gouvernement fédéral. Les entreprises étaient aussi supposées communiquer si leur programme, une fois testé, obtenait des résultats dangereux en termes de sécurité nationale. Alors ça, que pensez de cette décision? Je dis que c'est une bêtise absolue, parce que, in fine, de toute façon, qu'il y ait ce décret,
C'était un décret signé le 30 octobre 2023 par Biden. J'étais très content. Et finalement, in fine, si un système, quel qu'il soit, quel que le produit que cela soit, cause un dommage à une personne physique ou une personne morale, vous savez aux États-Unis comment ça se passe. C'est une class action immédiate et vous vous retrouvez devant le juge. Et le juge va dire, ah ben, monsieur, vous êtes responsable. Revoyez le cas de Boeing. Boeing, avec des systèmes certifiés par la FAA, ils se sont retrouvés devant le juge pour expliquer que finalement, ils n'avaient pas bien fait leur travail. Le décret de Biden de 2023, à la base, c'était sur la peur de la génération de contenus nocifs. Et c'était vraiment, on le voyait un peu partout dans ce décret, tout était fait pour essayer de lutter contre cette génération. Et finalement, là, on s'aperçoit que c'est plus un souci. Bon. Pardon, Juliette. Je voulais juste compléter, à partir du moment où on va essayer d'utiliser de l'IA pour l'embarquer dans un système critique, donc à haut risque, hein, donc pour lequel une erreur, une défaillance peut entraîner des coûts ou des dommages sur la vie des gens. De toute façon, il va falloir faire quelque chose et un industriel ne peut pas mettre ne peut pas mettre sur le marché quelque chose qui n'aura pas été qualifié. Exactement. Est-ce que ça génère aussi cette décision, pour rebondir aussi, c'est qu'en fait, on enlève le frein à main. C'est-à-dire qu'il y a une vraie vitesse, il y a le projet Stargate et il y a l'annulation du décret pour aller plus vite. On veut plus de frein. Ça vient nourrir cette notion de course. Oui, ça on le sent effectivement. Voilà, plus de frein, plus de contraintes, plus de limites. Mais ce qui va se passer malgré tout, c'est que ces entreprises vont être aussi soumises à la réglementation européenne. Bien sûr. Pour les produits qu'elles vont commercialiser sur notre territoire, qui seront utilisés par les citoyens européens. Et la réglementation européenne, elle reprend ces idées-là. Elle les durcit même un petit peu. Ce qui fait que, de toute façon, le fait que Trump annule le décret n'empêchera pas les entreprises de devoir se conformer pour les produits utilisés par les citoyens européens à ces exigences. Tout à fait. C'est comme les RGPD. Ils peuvent, je dirais, dire on s'en fout du RGPD. On est quand même le premier marché économique mondial avec 450 millions de consommateurs de haut niveau. Ils vont pas lâcher l'Europe comme ça. Donc on sait très très bien. Il me semble, il faudrait que je vérifie ça. Donc le AI Act est une loi supranationale. Donc, mais il me semble, il faudrait que je vérifie si elle n'est pas extraterritoriale. Au même titre que le Cloud Act, le Patriot Act ou le FISA. Ça veut dire, si c'est le cas, qu'un Européen soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui se fait tuer par un système qui ne respecte pas la loi, eh ben, la loi s'appliquera. En fait, juste la réglementation européenne, l'AI Act, s'applique aux produits fabriqués en Europe et utilisés par les Européens, aux produits fabriqués hors d'Europe et utilisés par les citoyens européens, et aux produits utilisés hors d'Europe, même par des citoyens non européens, qui ont un impact sur la vie des citoyens européens. Donc c'est très très large en fait. Oui, c'est très très large, exactement. Un petit peu plus tard dans l'actualité, donc c'est IBM qui a fait parler d'elle avec donc sa branche française qui avait créé une intelligence artificielle, en tout cas un algorithme pour décider des augmentations de salaire de ses collaborateurs, collaboratrices. Donc avec un algorithme qui se basait sur les compétences, l'ancienneté et la rareté et les résultats. Alors bon, là on est vraiment dans l'utilisation dans les RH. Qu'est-ce que ça vous inspire ça, Juliette? Là, on va tomber aussi dans des contraintes, je dirais, éthiques, humaines, sociales. Les AI Act, justement, demandent à ne pas évaluer les citoyens de manière massive, enfin, ce genre de choses. Donc, on va revenir à la réalité très vite. Et je pense que très vite, parce qu'on parle des biais de l'IA, mais c'est vrai que tout à l'heure, on disait les travers. Vous disiez l'usage, l'IA responsable, l'utilisateur responsable. Là, clairement, on n'est pas dans un problème d'IA et un biais d'IA, c'est l'humain, là, le problème. C'est l'intention de départ. Il n'y a pas plus biaisé, que l'évaluation des managers, quand même. On ne peut pas faire plus biaisé dans une organisation que l'évaluation des collaborateurs par les managers, leur sensibilité. Et du coup,
baser une IA sur des évaluations dont on sait qu'elles sont biaisées déjà. Il y a des organisations qui s'arrangent pour mettre en place des feedbacks pour justement sortir de ce tout pouvoir du manager et de pouvoir avoir des retours croisés et plus d'informations sur un collaborateur. Mais ça va créer clairement des biais. Donc il y a des collaborateurs qui vont passer à la trappe alors qu'ils ont du potentiel et ils ont du talent. Et ça va aussi démobiliser les personnes. Et je rejoins, pour moi, ça c'est, on est dans une crise de l'engagement aujourd'hui des collaborateurs. Ça, typiquement, pour un candidat, ça peut être un no-go pour aller travailler dans une organisation qui a ce type de pratique. Juste, je voudrais ajouter le point sur la réglementation européenne, puisqu'il est basé sur le niveau de risque. Et cette application est considérée comme un haut risque, puisqu'elle a un impact sur la vie des personnes. Bien sûr. Et donc, elle va être soumise, à terme, dans pas très longtemps, à des questions d'explicabilité, de robustesse, d'absence de biais, de contrôle par les humains, etc., qui sont imposées par la loi. Alors, pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais la loi va s'appliquer petit à petit. Donc, dans quelques mois, en fait, ils ne pourront plus faire ça sans devoir passer par toutes ces étapes. Exact. Non, c'était juste pour rebondir. Et démontrer l'absence de biais, c'est pas quelque chose de facile. Donc, ça va pas être... Je vais vous dire que c'est réglé. Je vais vous dire que c'est réglé. Et c'est réglé. Donc, et comment c'est réglé? D'abord, une IA, les biais de l'IA, non, c'est les biais des données qui sont utilisées par l'IA. C'est pas l'IA qui est biaisée. Elle est biaisée parce qu'elle utilise des données qui sont biaisées. Biaisées par qui? Par l'humain qui a proposé ces données. Les données ne descendent pas du ciel. Donc, en fait, le problème, c'est de détecter justement dans les données utilisées par les IA pour leur formation, pour la formation des modèles, ces biais-là. Et ça m'a été commandé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je peux citer Madame l'ambassadrice Isabelle Rome aux droits de l'homme et qui est notre ex-ministre Égalité Femmes-Hommes. Et elle m'a dit, professeur Zahila, voilà, on a un problème, on voudrait justement détecter ces biais dans les évaluations. Je dis, c'est réglé. Puisque avec Xtractis, donc qui permet à partir de données d'expliciter les règles de décision. Vous avez un use case qui est déjà publié sur la détection d'évaluation de managers, mais avec discrimination ethnique. Et là, la semaine prochaine, lundi prochain, je fais la même chose, mais avec discrimination de genre et d'âge. Et quand vous retrouvez des règles explicites qui disent si le prénom est d'origine telle, alors on le late quelles que soient les performances, ça veut dire tout simplement que les managers avaient des stratégies de discrimination, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, racistes. Voilà. Mais cela souligne le fait qu'on utilise d'autres technologies que celles qui sont aujourd'hui à la mode. Ah oui, tout à fait. On ne peut pas. Je vais vous donner un exemple. Merci Juliette. Je vais vous donner un exemple. Je prends la même base de données. J'utilise un réseau de neurones. Il va me reproduire le comportement du manager raciste. On aura un modèle réseau de neurones qui copiera parfaitement et on dira il est parfait. Mais on ne sait pas qu'il est raciste. On le saura après coup. On reprend la même base de données. On lance Xtractis dessus. On a les règles. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont discriminatoires. On dit il y a un problème. On reprend les employés qui ont été mal évalués, donc avec biais. On corrige les évaluations. On a une nouvelle base de données, on relance, on a un système d'évaluation parfait. Vous voyez? C'est parce que on peut comprendre la décision, la prise de décision du système, la stratégie de décision du système décisionnel que l'on peut avancer. Sans cette compréhension, ce que j'appelle intelligibilité, d'ailleurs les magistrats utilisent le même terme, Descartes utilisait le même terme, c'est beaucoup plus fort que la simple explicabilité d'un réseau de neurones opaque de façon ponctuelle. Et ça, j'ai montré à la commission Breton que c'était insuffisant. Attention, ça concerne les différences visibles, mais pour les invisibles, notamment les compétences ou les neuroatypies, pour parler d'un autre sujet, en tout cas l'approche des métiers qui est différente et des façons de travailler différentes, ça passe totalement sous la trappe. C'est très difficile d'identifier un manager qui ne va pas savoir évaluer certains types de compétences et qui va s'appuyer sur des attentes biaisées et un mode de fonctionnement biaisé qui est le sien et qui vous l'avez dit vous-même, en fait, il y a des comportements qui sont inconscients. C'est une discrimination, en gros, une discrimination inconsciente. Non, je ne suis pas raciste. Bah non, peut-être que c'est oui, mais on ne le sait pas. Et quelquefois, il y en a qui l'assument. Mais la même chose, je parle d'ethnie, mais de genre, la misogynie. J'étais à un jury dernièrement, c'était assez incroyable.
on est en 2025. Oui, parce qu'il y a des choses qui sont, c'est ce qu'on appelle dans l'inconscient collectif, des choses qui font partie du quotidien. C'est à combattre, encore une fois. Et on parlait de l'évaluation, mais je vous rappelle, je suis prof, et donc il y a une évaluation qui est stratégique pour l'avenir de nos futures élites, c'est Parcoursup. Parcoursup. Et il faut que Parcoursup soit transparent. Et c'est ce que j'ai demandé. Donc chaque établissement aura un modèle transparent qui sera publié avec les règles. Et avant même de candidater à l'UTC, on connaîtra les règles, on demandera les critères, on donnera les critères, on dit refuser UTC. C'est même pas la peine d'envoyer le dossier, puisqu'on expliquera à partir des règles connues de tout le monde que le dossier ne sera pas accepté, puisque c'est le même modèle qui de l'autre côté sera utilisé. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça. Des jeunes aujourd'hui avec un diplôme candidatent à des postes, reçoivent un refus par une IA sans savoir pourquoi ils ont été refusés. Ceci est inadmissible. C'est valable avec les RH aussi. Hein. C'est valable avec les RH aussi. Je veux dire, des RH qui disent c'est inadmissible. Pourquoi, voilà. Dans toutes les mairies et je pense dans tous les commissariats de France, il y a une affiche qui liste, je crois que c'est les 27 critères de discrimination qui sont à réprimer, à chasser. Et donc, ça serait une bonne chose d'examiner l'ensemble de ces critères quand on développe une application pour des personnes. Et l'avantage, c'est qu'ils sont connus, ils sont listés. Et alors, si on a les données qu'il faut, hein, parce qu'il y a 27 critères, ça ne repose pas forcément sur toutes ces données. Et Sabrina disait, il y a des données qui ne sont pas, il y a des critères qui ne sont pas dedans. Oui. Mais déjà, ne serait-ce que tester cela, ça serait déjà très intéressant. Alors, on termine cette revue de presse par le dernier coup de tonnerre du mois de janvier, avec l'annonce, cette fois qui ne vient pas d'outre-Atlantique, mais d'Asie, de Chine, plus précisément, avec la start-up DeepSeek, qui est venue bouleverser le secteur avec un modèle qui se dit aussi performant que ceux des leaders américains comme OpenAI, mais avec moins de ressources et surtout en open source. Alors, donc, on entend souvent dire que effectivement l'avenir c'est dans l'open source. Là, c'est l'open source chinoise. Qu'est-ce que ça vous inspire cette information, Sabrina? Alors, c'est un très bon signal parce que ça prouve, parce qu'on a toujours cette croyance que c'est ce qu'évoquait Bertrand en fait, que le capital est lié, l'intelligence est liée vraiment au capital et à la technologie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'investir plus quand on reste à algorithme constant. Et là, on prouve qu'en fait, on peut s'affranchir, en tout cas avoir un capital réduit et une technologie qui n'est pas aussi avancée si on revoit les modèles et donc si on permet d'optimiser les modèles utilisés. Et ça montre le troisième facteur et l'importance du troisième facteur qui est le talent, qui est l'équipe, qui est l'innovation. Et ce que DeepSeek nous offre en fait, et qui Donald Trump a réagi en disant super bonne nouvelle, on a besoin de moins d'argent. Donc il a été un peu fair play en disant finalement, alors que ça venait après l'annonce des 500 milliards quand même, et il dit finalement super, maintenant on sait qu'on peut faire avec moins d'argent. Donc maintenant on a les meilleurs ingénieurs du monde, on va faire, on a la preuve tangible. Mais vraiment la démarche de DeepSeek elle est vraiment intéressante parce que Yang Wenfeng investit énormément sur le recrutement, l'accompagnement des talents, sur la spécialisation, c'est-à-dire que son activité est dédiée à la R&D, donc il y a une volonté de ne pas aller dans le développement d'applications et de devenir un très gros, c'est de se concentrer sur son modèle et sa technologie. Et puis le côté open source, évidemment, et la transparence associée, qui est un choix très quand même smart pour pouvoir avoir un écosystème de personnes qui gravitent autour et qui améliorent la solution. Merci Sabrina. Bertrand? Non, mais c'est aussi intéressant parce que c'est la preuve de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut faire aussi bien, voire mieux, avec des modèles qui coûtent moins cher, des modèles de plus petite taille. En France, on a la société Mistral qui fait ça aussi, notamment. Ils sont dans les classements internationaux avec des modèles qui sont bien plus petits que leurs concurrents nord-américains, notamment. Bon, après, voilà, effectivement, il y a du bon dans cette information. Après, pas que, parce que, on a quand même eu vent de certains biais. Alors, on va reprendre, avec des liens avec le Parti communiste, des informations qui viennent directement du parti, où les résultats, pour l'instant, de cette IA sont biaisés. Alors, non, de par les données, de toute façon, qu'on les met dedans. Mais après, ce qu'on peut retenir quand même, c'est le signal positif d'une autre façon de faire,
qui peut être finalement reprise. Moi, Et le caractère, aussi un positionnement de la Chine en innovateur. Jusqu'à présent, on considérait que la Chine était copiste. Et donc, cette originalité, cette capacité à innover, c'est la preuve aussi à la face du monde, vis-à-vis des leaders, notamment américains, que la Chine est aussi capable d'innover. Donc ça, c'est aussi un La Chine innove depuis très longtemps. Et la Chine dépose des brevets depuis bien longtemps. Et en télécom, ils sont champions. En quantique, ils sont champions, et donc même au niveau mais c'est vrai que ce que dit Sabrina, c'est qu'ils innovent. On les connaît pour des innovations où ils sont dans la reprise de quelque chose qui a été inventé. Ceci étant dit, ici ils ont repris. Et a priori, ils auraient repris ChatGPT. Donc, ils ont utilisé ChatGPT pour faire une copie de ChatGPT moins chère. Alors, OpenAI attaque la société en question en disant vous m'avez volé ma propriété intellectuelle. Mais moi, je dirais et toi, OpenAI, t'as pas volé la propriété intellectuelle de toutes les personnes qui ne t'ont pas donné le droit d'utiliser leurs données. Ben voilà, c'est ça la réalité. Vous voyez les choses différemment, peut-être, Sabrina? Oui, parce que je pense aussi que je pense qu'il y a eu, en tout cas pour avoir un petit peu étudié l'approche du dirigeant de DeepSeek, il y a vraiment un changement de paradigme. J'ai du mal à imaginer personnellement une copie du code. Je pense que vu la ressource qu'il a employée, l'utiliser pour avoir la base de données, en fait, donc lui avoir la sortie de ChatGPT pour l'utiliser comme entrée pour leur système. Comme entrant. Voilà. Ah oui, ça c'est plutôt habile. Bah oui. Ça c'est plutôt habile. Bien sûr, c'est habile. Oui, d'accord. Ok. Je pensais que c'était une copie des modèles, parce que les modèles, ils ont clairement été repensés. Non. C'est l'utiliser pour pouvoir apprendre, pour pouvoir former. Et dans ces modèles innovants, notamment dans ce genre d'approche, stratégique pour ce type de dirigeant-là, et notamment, je pense qu'il y a la philosophie de DeepSeek, et moi, je suis de très près DeepSeek. Effectivement, il y a le côté chinois, etc. Il y a la potentielle influence communiste, etc., qui est un point à surveiller. Mais sur le modèle de développement, la capacité à attirer des talents un peu disruptifs, qui ont des compétences spécifiques, il a affirmé à recruter sur la passion et la curiosité. On est sur la bonne voie, c'est ça que vous dites? Ah bah complètement. Moi je pense qu'avec DeepSeek, il y a un nouveau modèle en tout cas d'approche justement de développement qui mériterait. Là c'est à nous de nous mettre un peu en mode copie peut-être, de s'inspirer. Absolument. Et si je peux compléter, oui, ça ouvre une porte vers ce qu'on appelle l'IA frugale, c'est-à-dire des choses qui sont beaucoup moins consommateurs. Qui sont frugales en données, qui sont frugales en énergie et qui vont dans le bon sens du développement durable. Il y a une dizaine d'années, la Chine avait affirmé sa volonté d'être la première puissance mondiale en IA en 2030. Et on commençait à voir les choses arriver, par exemple dans les conférences scientifiques, avec une présence très très importante des chercheurs et des entreprises chinoises, voire des chercheurs chinois aussi dans les entreprises hors de Chine. Donc on le voyait arriver, et c'est en train de se produire maintenant, on le voit par DeepSeek et puis par d'autres. Ça fait Alibaba aussi vient de faire une annonce du même genre. Et donc ils sont en train d'y arriver, simplement. Pour terminer, exactement, revenir sur deux points, donc le point de Sabrina, le point de Juliette. Je rappelle juste que en créant Intelitech en 98, j'étais sur le même modèle que la société en question. C'était en 98, une société de R&D composée exclusivement de mes anciens brillants chercheurs, donc ce que j'appelle mes spartiates, en mathématiques du flou. On est une vingtaine, mais il y a 1700 robots qui travaillent pour nous au moment où je vous parle. 1700 robots qui sont des systèmes multi-agents, en fait, qui travaillent pour raisonner et résoudre des problèmes comme le feraient des scientifiques virtuels. Et je rebondis sur la remarque de Juliette, que je partage totalement et absolument. Moi, je ne suis pas du tout un fanat des probas et des stats. Je suis un fanat des possibilités généralisées et des nécessités généralisées qui sont beaucoup plus frugales. Les mathématiques du flou sont beaucoup plus frugales que les stats, et ce qui fait que l'approche peut utiliser très peu de données pour fournir des premiers résultats, et n'utilise que du CPU sans GPU. Et quand vous avez les modèles, ces quelques règles, ça dépote à 70 000 décisions par seconde sur un petit ordinateur que vous avez sur votre téléphone. Et donc ça peut être embarqué sans aucun problème. Vous voyez? Donc c'est possible déjà, et c'est français, c'est 100% français. Merci à tous les quatre. En tout cas, on en a terminé avec cette revue de presse du mois de janvier chargée. Voilà, on a hâte de savoir tout ce qui va se passer au mois de février, mais on le verra ensemble le mois prochain. Et on va tout de suite passer à notre prochaine et dernière rubrique, donc sur la question de point de vue. On se retrouve avec nos invités donc pour cette deuxième et dernière partie de l'émission Question de point de vue. Tout d'abord avec Juliette Mattioli, on va
reposer un petit peu les bases, Juliette, sur la question de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais on parle beaucoup, comme vous l'avez dit, Zied, d'intelligence artificielle générative. Donc, il y a IA, des IA. Alors déjà, qu'est-ce que l'IA, ou en tout cas, comment est-ce que moi je le définis? Et je suis sûre qu'autour de la table, on n'aura pas forcément les mêmes définitions. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui a comme objectif de donner des capacités cognitives à un système artificiel. Et quand on parle capacité cognitive, on parle perception, on parle compréhension, on parle dialogue, on parle raisonnement et toutes ces capacités-là. Il se trouve que l'intelligence artificielle, donc c'est une discipline un peu comme la médecine ou comme la physique, avec des sous-disciplines et des paradigmes différents. Celui qui est à la mode aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'IA dirigée par les données, donc l'IA connexionniste et statistique, dans lequel on va trouver des méthodes d'apprentissage. Mais il y a d'autres méthodes. On oublie souvent les algorithmes génétiques qui sont à partir de données. On n'en parle plus, mais pourtant c'est bien cette approche. Et donc l'idée, c'est de comprendre, enfin de donner à la machine des exemples, et la machine va inférer un modèle. Et puis il y a un autre paradigme qui est l'IA à base de connaissances, où là on va essayer d'inculquer des connaissances métiers ou du raisonnement, des règles au système qui va permettre de raisonner et donner d'aider à résoudre des problèmes. Mais le cerveau humain utilise les deux. Donc moi je prône, et je crois qu'autour de la table on est plusieurs à prôner, il faut combiner, et donc il y a une autre approche qui est l'IA hybride, et je vais prendre le mot hybride dans la plus large extension, c'est-à-dire un peu comme un biologiste. C'est de la combinaison de plusieurs approches. Ça peut être de 2 IA différentes et pas forcément du statistique à base de données et à base de connaissances. Ça peut être 2 IA différentes. Ça peut être de l'IA avec des mathématiques. Ça peut être de l'IA avec de la physique. Et c'est là où on voit, par exemple, arriver les Geometric Informed Neural Network, qui sont des nouveaux concepts de réseau de neurones. Et Bertrand a parlé de tout ce qui était IA à base d'agents, qui est plutôt de l'IA distribuée. Juste, oui, je voudrais ajouter à ça, non, mais c'est totalement d'accord évidemment avec ce que dit Juliette. Il y a une tendance en ce moment d'essayer d'aller au niveau système 2. Alors j'ai expliqué, puisque ça c'est les travaux notamment de Daniel Kahneman, prix Nobel il y a quelques années, qui dit que notre cerveau a en fait 2 modes de fonctionnement. Le niveau système 1 qui est le niveau rapide, immédiat, qui ne consomme pas beaucoup de ressources, et donc qui est plutôt la perception. Quand je te vois, Stéphane, je sais que c'est toi, j'ai pas besoin de beaucoup réfléchir, ou quand on me parle, je comprends tout de suite ce qu'on me dit. Par contre, si on me demande de faire la multiplication 843 fois 251, ben là, j'ai besoin d'un petit peu de temps, ça va consommer de l'énergie à mon cerveau, etc. C'est plus lent. Quand il s'agit de faire de la planification complexe aussi. Et les systèmes d'IA, depuis longtemps, les systèmes qui est issus de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, donc depuis 2012, qui sont largement développés, étaient uniquement au niveau système 1, au niveau rapide, perceptif, etc. Et il y a des tentatives pour arriver maintenant au niveau système 2, c'est-à-dire en ajoutant un mécanisme plus lent, plus réflexif, avec plus de raisonnement dans les systèmes d'IA. Certains disent que c'est pas la peine, certains disent qu'on arrivera à tout faire avec le niveau système 1, mais quand on écoute même les prix Turing d'il y a quelques années, Joshua Bengio, Yann Lequin, etc., ils essayent également d'avancer vers des architectures qui vont permettre de faire ce niveau système 2, c'est-à-dire le niveau plus lent, plus raisonnement, disons. Sabrina, vous sur la partie cognitive, vous vouliez faire un lien justement avec la guerre des talents. Oui, complètement. Ce que dit Juliette, le fait de transmettre des capacités cognitives à une machine, ça implique de les avoir. Donc, qui transmet ces capacités-là? C'est l'humain. Et les capacités cognitives de l'humain, elles sont assez variées. Et finalement, ces systèmes d'IA, en tout cas les modèles, ce sont des formes d'intelligence embarquée, d'intelligence humaine embarquée. Et pour avoir cette capacité à imaginer toutes les possibilités, il y a besoin d'avoir quelque chose qu'on n'a pas forcément considéré jusqu'à présent, qu'on appelle la pensée divergente. C'est celle qui va aller ouvrir tous les possibles et aller envisager un maximum de paramètres. Et cette pensée divergente, dans un système qui est assez lent, dans un système social qui est assez lent, un système économique qui est assez lent, du coup, on est plutôt dans des formes de convergence avec des
coupures d'innovation qui sont un peu, on va dire, qui interviennent rarement, enfin, on va dire de manière plus longue, dans un rythme comme celui qu'on a aujourd'hui, qui est très rapide, ces ruptures, ces moments disruptifs, où en fait la pensée divergente est constamment sollicitée pour redéfinir des modèles, elle devient de plus en plus nécessaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la neurodiversité, et ça nécessite d'avoir des talents qui ont des capacités cognitives aussi différentes, qu'on n'a pas forcément considérées jusqu'à présent, et qui sont pourtant essentielles à l'essor de l'IA, et qui ont d'ailleurs été les pionniers du numérique, vient de ces profils neuroatypiques, de ces personnes qui pensent différemment et qui ont cette pensée divergente. Et pour boucler un peu ce sujet, ils ont initié le numérique, ils sont les plus grands patrons, ceux qu'on cite classiquement, que ce soit alors historiquement Steve Jobs, Elon Musk, Otis Asperger, et même Bill Gates, qui est pas forcément dans le pionnier de l'IA, mais en tout cas avec Microsoft, qui a avoué récemment que s'il avait été diagnostiqué aujourd'hui, on l'aurait diagnostiqué autisme. Donc toute cette pensée divergente, elle a créé cet univers du numérique, ce monde du numérique qui dirige, on va dire, le monde aujourd'hui, en tout cas dans les années à venir avec l'IA. Et derrière, ce qu'il faut... En tout cas, celui des nouvelles technologies, voilà, c'est sûr. Moi, je pense que l'IA va avoir un impact sociétal. Oui. Le projet Stargate, cette lutte entre la Chine et les États-Unis autour de l'IA, je pense que l'IA va prendre une proportion et un positionnement qui va être de dimension géopolitique. On est rentré effectivement dans des enjeux géopolitiques qu'on n'avait pas autant avant. Hein. On a dépassé, je pense, le niveau juste de la guerre économique. Oui, oui. On est vraiment à un niveau géostratégique. En plus, on n'a pas parlé de l'armement et de la défense, etc. Non. Bon. Mais en tout cas, ce positionnement qu'ont eu ces leaders qui ont repensé le monde et qui sont en train de refaçonner le monde, ça a appelé derrière des compétences spécifiques. Donc, ça a ouvert aussi, en termes d'embauche des talents, d'autres types de talents. Donc, en fait, on a commencé à s'intéresser à eux d'abord parce qu'on n'en avait pas assez, parce qu'on cherchait des talents pour le cyber, etc. On disait, on n'a pas les talents. On s'est dit, bah, tiens, ils peuvent être intéressants. Donc, Microsoft a monté des programmes neurodiversité, SAP aussi. Donc, en fait, il y a ces entreprises historiques qui se sont dit, mais tiens, on va commencer à taper dans cette réserve de talents-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, en fait, ce que j'appelle les compétences MAD, les compétences qui font la différence, les compétences de l'innovation, elles sont de plus en plus nécessaires pour, déjà dans la société, mais encore plus particulièrement dans les domaines du numérique et de l'IA. Et parmi ces capacités-là, parce qu'on a dit capacité cognitive, c'est très général, et je terminerai là-dessus, il y a des appétences spécifiques. Donc en fait, ce qu'on appelle ça vient d'un psychiatre qui s'appelle Dabrowski, les hyperexcitabilités. Hyperexcitabilité intellectuelle, qu'est-ce que c'est? C'est je cherche à comprendre, je cherche à résoudre, et je lâche pas le morceau tant que j'ai pas compris. Le talent des chercheurs, et ça, c'est des caractéristiques que certains profils neuroatypiques ont. Vous avez l'hyperexcitabilité créative, qui est celle de je cherche des solutions, je suis en pensée divergente permanente, et mon énergie est employée à résoudre des problématiques. Extrêmement précieux, l'alliance des deux pour l'IA. Et j'en ajouterai une troisième qu'on oublie très souvent quand on parle, et quand les grands leaders très souvent masculins évoquent le sujet de l'IA, l'hyperexcitabilité émotionnelle, la capacité d'empathie, la capacité à embarquer de l'humain, on va dire des appétences, enfin en tout cas des capacités cognitives humaines, émotionnelles dans les modèles qui sont développés. Et c'est comme ça que vient l'éthique. Et donc ces profils-là, ils ont ces capacités-là, et aujourd'hui, ils sont absolument indispensables pour les métiers de l'IA. Et on les recherche pour ça. Et j'évoquais DeepSeek tout à l'heure. DeepSeek, le modèle, et je ne vais pas l'encenser en modèle universel. Là, je suis vraiment très orientée talent et vraiment capacité à percevoir cette particularité-là. Parce qu'il a compris ces talents-là, il a monté des équipes basées sur ces talents-là. Je pense que l'output, et il l'a dit lui-même, il a dit que ce sont des chercheurs de haut niveau, on les attire parce qu'ils veulent chercher à résoudre les problèmes les plus complexes du monde. Et les missions de ces personnes-là, c'est des missions qui allient complexité et nouveauté. Et c'est précisément ce que l'IA offre aujourd'hui, et d'où l'intérêt vraiment de s'y intéresser. Merci Sabrina pour cet éclairage. Aziz Zalila. Oui, je voudrais revenir sur les IA, et en particulier ce que Bertrand a dit, S1S2 Kahneman, mais on pourrait revenir à août 56, école d'été fondatrice de la discipline. 3 objectifs principaux: la perception humaine, pour redéfinir un automate intelligent, la perception humaine, le raisonnement et le traitement du langage naturel. Et en fait, la perception, les biologistes, ils ont dit OK, on va prendre réseau de neurones parce que de toute façon, quand on perçoit, on ne raisonne pas. Hein, c'est notre cerveau occipital qui, connecté directement à nos rétines, perçoit une forme et envoie l'information au cortex préfrontal qui va dire c'est Z ou c'est un homme ou c'est une femme. Donc ça, c'est l'aspect neuronal. Donc c'est pas par hasard si en 57 Rosenblatt a inventé le perceptron pour la perception.
sans couche cachée. Et après, il y a le raisonnement. Le raisonnement, là, c'est très simple. Notre maître à tous, c'est Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est lui qui a inventé le raisonnement déductif. Je dis bien déductif. Parce qu'en fait, en raisonnement, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a 3 formes de raisonnement humain. La déduction, Aristote, avec des logiques binaires. Moi, je n'aime pas. Logique continue, logique dite floue, mais logique continue. Mais ça reste quand même de la déduction. Mais ce qui est important, c'est la découverte de connaissances. Et ça, il a fallu attendre le début du XIe siècle. Al-Hassan ibn al-Haytham al-Basri, un grand physicien et mathématicien arabe de l'actuel Irak, qui a été le premier dans l'histoire de l'humanité à pondre une équation pour modéliser les lois de l'optique, avant Newton, bien avant Newton. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a appris à faire ce que Roger Bacon au XIIIe siècle a appelé la méthode scientifique expérimentale. Je n'aime pas du tout le terme machine learning. Je n'aime pas du tout, c'est un terme informatique. Je suis un mathématicien, un logicien, je reviens à la logique. Et donc ça, c'est normalement de l'induction. C'est-à-dire en science, on pose le problème et ensuite on va rechercher, on fait des observations sur les entrées, la sortie, et ensuite on utilise notre cortex préfrontal pour pondre des équations, ou des règles d'ailleurs. Règles floues, c'est encore mieux parce que c'est une équation non linéaire que des règles binaires. Et à partir de là, on voit si ça marche et sinon on corrige. Mais le cerveau humain, même à 200 de QI, ça peut aller, même si c'est exceptionnel, parce que Sabrina m'avait dit ça s'arrête avant, il y en a d'autres qui ont des échelles qui vont jusqu'à 200. Même à 200 de QI, on ne peut pas dépasser les 10 variables en simultané de façon consciente. Comment voulez-vous que je puisse résoudre avec mon cerveau un problème d'épigénétique pour prédire un cancer des ovaires, un cancer de la prostate avec 27 000 variables? C'est impossible, même en utilisant l'approche proposée par Descartes, qui est le réductionnisme physicaliste. Et donc j'ai dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire différemment. Penser autrement, c'est exactement ce que je fais depuis tout le temps. Et donc, je renverse la table et je dis, il faut faire différemment, maître Aristote. Je me fous de la probabilité Pascal et Fermat, je renverse la table Descartes et je garde Socrate. Et je garde Hassan ibn al-Haytham, mais je dis, je vais automatiser ce processus. Ce que Bertrand appelait S2, Kahneman appelait S2 après. Eh bien, aujourd'hui, ça existe, Bertrand. Ça existe. Et je peux te faire la démonstration que ceci existe depuis 2003 et que les armées, les ministères de l'Intérieur, j'en passe et des meilleurs, sont en train d'utiliser ça. Et même ce système va être qualifié, donc qui est Xtractis, j'appelle Xtractis par son nom, va être qualifié par la DARPA pour les armées. Et c'est ça que vous allez justement, vous mentionniez tout à l'heure, la semaine prochaine, expliquer un peu. Exactement, exactement. Et j'ai l'honneur et la fierté d'avoir été labellisé. Donc, on m'a demandé, la présidence de la République et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est l'organisateur en fait du sommet de Paris pour l'action sur l'IA, m'ont demandé de réaliser un séminaire complet sur l'IA résonante générale souveraine Xtractis. J'insiste beaucoup sur la souveraineté parce que pour nos armées, je leur ai dit, si vous utilisez TensorFlow, c'est américain, et si demain ils vous coupent la licence, vous êtes mort. Et maintenant ils me comprennent, mais avant ils me comprenaient pas. Alors que là c'est 100% français et c'est nulle part ailleurs vous trouvez cette technologie-là. Vous partez de données, comme a expliqué Juliette. Donc moi, données, c'est très vulgaire. Les données ne sont pas données, elles sont capturées, elles sont créées. Je préfère parler d'observation en tant que scientifique. Et je demande à mon exocerveau Xtractis de résoudre le problème. Donc vous voyez, mon cerveau pose le problème complexe qu'il ne sait pas résoudre. Et mon exocerveau Xtractis résout ce problème complexe qu'il ne sait pas poser. Parce que c'est bien l'être humain qui pose le problème. Et donc je crée une interaction naturelle entre le cerveau humain et mon exocerveau, à qui je demande de pondre de la connaissance, donc de faire de l'induction. Induire un réseau de neurones, ça n'a pas de sens, parce que l'induction, c'est nécessairement induire de la connaissance qui est nécessairement intelligible, donc transparente. Et là, c'est des règles, et donc tout le monde comprend les règles. Je parlais de l'oreille d'or virtuelle, quand le loup blanc, notre meilleur loup, le meilleur oreille d'or de France, dit « c'est ça, c'est une baleine », et que Xtractis lui dit « non, non, d'après mes règles robustes, je vous dis que c'est une orque », lui il dit non, non, il s'est trompé, il met le casque, il dit bon Dieu, il a raison, c'est bien une orque. On corrige la base de données, on a une nouvelle base de données corrigée, et on a un modèle nickel chrome, validé par le CIRA.
Voilà. Et c'est ça ce que j'ai essayé de vous expliquer. Et que vous allez expliquer donc la semaine prochaine. Et que j'expliquerai au voilà, Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. le 3 février, donc le 3 février, la semaine prochaine, exactement. On passe maintenant à la question, alors bon, on l'a évoqué tout à l'heure, de l'éthique et de l'approche responsable, en tout cas, de l'usage de l'intelligence artificielle. C'est très bien de l'avoir rappelé aussi, Zied. Il y a la question de la souveraineté, ça c'est important. Mais très, bon, très important. On va dire que déjà dans une démarche, la souveraineté, c'est la question de là pour le coup du produit en lui-même, hein, qui doit être souverain. Par contre, tout ce qui est éthique et responsable, là, ça va plutôt être nous et les organisations, l'usage qu'on en fait. Sabrina, Juliette et Bertrand, vous êtes tous les trois, en tout cas membres d'organisations qui militent un petit peu pour tout ça. Et Zied, après, on terminera avec vous. Vous nous expliquerez concrètement comment c'est possible, effectivement, de faire de l'éthique et du responsable. Alors, on va commencer peut-être par vous, Sabrina Menasca, sur la charte. En tout cas, vous avez partie d'un comité scientifique qui a établi une charte pour un usage, hein, alors du coup on est vraiment dans ces termes-là, c'est pas une IA responsable, mais pour un usage éthique et responsable de l'intelligence artificielle. En gros, on part de ce postulat, si j'ai bien compris, on ne peut pas y échapper, c'est comme ça. Si on voulait vraiment être éthique et responsable, on dirait non, on ne s'en sert pas du tout. Mais là, bon, on va partir du principe qu'il faut vivre avec son temps, qu'elle est là, qu'elle s'installe dans les organisations. Donc c'est de dire à toutes ces utilisatrices, utilisateurs, comment faire, comment encadrer tout ça. Oui, complètement. C'est une initiative qui a été lancée par Michael Réau de SendUp. Et l'idée derrière cette charte, c'est de lancer des fondamentaux et des engagements pour pouvoir, elle a une vocation universelle, pour pouvoir poser les principes fondateurs d'une IA éthique. SendUp, qui est en fait une plateforme de veille technologique, qui a fait ça pour lui, puis qui s'est dit finalement, pourquoi pas faire quelque chose qui concernerait tout le monde. Exactement. Ce qui est très intéressant, c'est la démarche de dire, je vais développer de l'IA dans mon propre système et je dois montrer patte blanche. Donc je vais m'imposer des règles. Je m'impose des règles et ensuite ces règles-là, je les ai définies et je les partage et j'en fais des valeurs universelles entre guillemets ou des choses qui peuvent être utilisées. Je suis pas du tout, je fais pas partie de SendUp du tout. Vous êtes un comité ad hoc, c'est ça? Complètement. Un comité scientifique sur lequel on s'est penché, en fait, chacun dans des. Alors, ce qui est très intéressant, c'est combien dans ce comité? On est 8 environ, et en fait, chacun dans des spécialités totalement différentes. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir vraiment une diversité de points de vue, parce que l'IA, c'est du 360 degrés. Il n'y a pas que des experts techniques, il n'y a pas que des experts de l'IA. Il y a vraiment besoin d'avoir un regard, parce que ça va finir finalement, l'IA est un sujet social et sociétal. Et c'est comme tout, comme c'est devenu un sujet technologique qui devient un sujet social et sociétal. Et donc cette charte, elle a une vocation universelle et elle a vocation justement à propager des principes, notamment, alors on les a évoqués aujourd'hui, on va pas tous les refaire, mais de s'engager. Et ce que ça montre, et ce qui me semble vraiment important, et c'est la raison de mon engagement, c'est qu'un acteur qui développe une IA, quelle qu'elle soit, j'étais au salon du learning cette semaine, on m'a présenté des tonnes de projets IA, etc. Pas un moment on m'a parlé d'éthique, donc qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans, dans quelle mesure c'est opaque, etc. Donc ça, il y a une forme de démarche aussi pour des entreprises isolées, de se dire je me lance là-dedans, je dois, au regard de la société, adhérer à une charte ou alors m'engager sur des principes éthiques parce que mon IA, il faut que j'en fasse une IA de confiance. Donc le retour, si vous voulez, à la conscience de la part des développeurs d'IA que je dois montrer patte blanche, je dois dire ce que je mets et que je m'engage sur des principes, bien évidemment, ça ne présage pas des conséquences et du fait qu'ils suivent ou pas. Mais en tout cas, c'est comme, vous savez que c'est comme aux États-Unis, quand vous dites que vous faites, on vous dit formulez est-ce que vous le faites? Oui. Derrière, on peut vous dire vous l'avez pas fait. Mais si on vous avait rien dit, on peut rien vous reprocher. Donc il y a déjà cette volonté de dire je m'engage. Donc j'ai cette conscience-là, je l'intègre. Et après, il y aura la question, et on l'évoquera, qui est plus complexe, celle du contrôle. Bien sûr. Puis, et à un niveau, on en parlera tout à l'heure aussi, c'est que cette charte, elle a une vocation universelle. La question, c'est comment elle est reprise et comment on en fait quelque chose qui est national, supranational. Et c'est très intéressant. Je suis très contente d'échanger là-dessus avec vous pour avoir vraiment un impact important. Merci Sabrina pour ces précisions. Je crois d'ailleurs que cette charte, elle est ouverte à discussion, à être complétée, à évoluer, à être challengée pour effectivement remplir ce rôle d'universalité, en tout cas, vous avez mentionné au début. Juliette, oui, vous vouliez réagir? Je voulais dire que de plus en plus, les grands groupes industriels ont des chartes éthiques du numérique. Alors, ça va au-delà de l'IA, mais
ça s'applique à l'IA. Et pour ne parler que... Mais là, vous parlez de charte interne, c'est ça? De charte interne, mais sur lequel on s'engage. Et si je parle de Thales, depuis 2022, on a une charte éthique du numérique et on s'engage à développer, et en particulier sur 3 grands principes, même si ça se décompose en 10 règles. Le premier qui est la sûreté, parce qu'on fait des systèmes critiques, donc ça c'est évident. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne la durabilité. Et le troisième, c'est l'inclusivité. Et donc, ça se décline. Et là-dessus, tous nos produits, solutions sont avec cette vocation-là. Et si jamais on n'y arrive pas, il faut qu'on explique vraiment pourquoi on n'est pas conforme à cette charte éthique. Tout de suite, Bertrand, oui. En fait, je voudrais faire le lien entre ce niveau éthique et puis ce que Juliette présentera sans doute un peu tout à l'heure sur le travail de confiance.ai. En fait, j'ai l'habitude de traiter le sujet en disant qu'il y a 4 niveaux. Il y a le niveau, effectivement, éthique, morale, les valeurs, c'est des choses très importantes. Et par exemple, au niveau européen, ça avait été le premier sujet du groupe d'experts sur l'intelligence artificielle, qui avait produit des documents sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais il y a, et de par le monde, et en France et ailleurs, il y a un certain nombre de travaux, effectivement, qui remontent à quelques années, sur les principes éthiques que doit respecter l'IA. Ensuite, le deuxième niveau, c'est celui de la réglementation. On traduit ces valeurs et ces principes dans une réglementation qui est encore relativement générale. Et donc en Europe, on a cette réglementation IA qui provient effectivement des réflexions éthiques qui avaient eu lieu auparavant. Ensuite, le troisième niveau, c'est pour pouvoir appliquer la réglementation, il faut des normes et standards. Donc il y a actuellement le développement d'un ensemble de normes et standards au service de cette réglementation qui vont préciser les exigences. En fait, il y a un certain nombre d'exigences qui vont être mises noir sur blanc avec des critères qu'on essaye de rendre les plus objectifs possibles sur ce que ça veut dire d'être robuste, d'être explicable, d'être absent de biais, etc., de la qualité des données, de garder le contrôle sur les machines. Et puis le quatrième niveau, c'est celui des outils et méthodes au service de cette réglementation et de ces normes et standards. Et donc là, c'est le niveau des gens du numérique qui développent des applications, et c'est ce que Juliette va expliquer pour confiance.ai, pour être conforme aux normes et standards, de façon à être conforme à la réglementation et d'être conforme aux principes éthiques qui doivent nous gouverner. Alors, très bien, Bertrand. Donc justement, on va donner la parole à Juliette pour nous expliquer un petit peu, effectivement, confiance.ai, de quoi il s'agit concrètement. Alors, confiance.ai, c'est un programme national qui a été lancé fin 2020. Dont l'objectif était justement d'apporter des méthodes et des outils pour permettre de développer des IA de confiance. Donc des IA qui sont robustes, responsables, industrielles, etc. Donc ça s'adresse à qui quand on dit développer une IA responsable? Ça s'adresse aux éditeurs? Non, ça s'adresse à toute personne ou à toute compagnie qui voudrait mettre de l'IA dans un système. Confiance, c'est et de manière industrielle. Et vraiment, ça répondait aux besoins qui étaient identifiés entre la preuve de concept et le déploiement industriel. Il y avait beaucoup de preuves de concept qui n'arrivaient jamais à être déployées de manière industrielle. Et c'est là où le programme Confiance s'est intéressé surtout à des notions de sûreté et de cybersécurité, un petit peu. Mais plutôt sûreté. Donc, comment est-ce qu'on garantit la robustesse d'un système? Comment est-ce qu'on garantit l'explicabilité? Comment est-ce qu'on garantit la fiabilité? Ce genre de problème-là. Et pour ça, il faut des méthodes et des outils. Et donc, l'objectif de Confiance a été de revisiter l'ensemble des ingénieries. Et quand je dis l'ensemble des ingénieries avec un S, que ça soit l'ingénierie de la donnée, que ça soit pour garantir des données de bonne qualité. Qu'est-ce que ça veut dire bonne qualité? L'ingénierie algorithmique pour avoir des algorithmes d'intelligence artificielle robustes, explicables, suffisamment de complexité mesurée. C'est l'ingénierie du logiciel. C'est l'ingénierie système, puisque à un moment donné, le composant IA va être intégré dans un système. Je donne toujours l'exemple du véhicule autonome. On peut avoir le meilleur algorithme qui soit, le plus précis possible,
de détection de piétons. Si au premier dodane, votre capteur ne regarde plus la route, votre système n'est pas un système de confiance. Et la confiance, elle est systémique, elle n'est pas du tout que au niveau de l'algorithme. Et puis ensuite, il y a tout ce qui concerne les facteurs humains, puisque ces systèmes sont en général utilisés par des humains. Oui, Juste, pour compléter, Bertrand. en fait, on parle beaucoup de confiance. On a dans Confiance.ai, on a eu l'habitude de parler de la confiance en disant il y a 3 grandes catégories d'éléments qui contribuent à la confiance. Il y a des éléments technologiques, et ça, Juliette vient d'en parler, donc je n'ai pas insisté. Et donc, on développe beaucoup de réponses technologiques à ces éléments technologiques. Il y a des éléments d'interaction entre les systèmes et les humains. Par exemple, quand on parle de transparence, d'explicabilité, quand on parle de maintien du contrôle humain, etc., sont des éléments d'interaction. Et puis, il y a des éléments plutôt sociologiques qui concernent l'ensemble de la société, les questions de biais, d'inclusion, de diversité, etc. Et donc, pour avoir la confiance, il faut respecter en fait ces 3 grandes catégories. Il faut être bon sur la technologie, il faut être bon sur l'interaction humain-système, il faut être bon aussi sur les valeurs sociologiques. Et c'est cet ensemble sur lequel on doit travailler. Alors, justement, vous, Ziad Zalila, vous êtes attelé à cocher toutes ces cases depuis un bon moment. Oui, exactement. Moi, je ne suis pas dans Confiance.ai, et ils le savent très bien, parce que Xtractis a précédé Confiance.ai. Donc, Xtractis, la première version, date de 2003. Et donc, je donne mon point de vue. Mon point de vue d'expert Question de point de vue, Ziad, on est en plein dedans. De l'IA de confiance, depuis l'IA intelligible, pour moi, depuis 2002. Puisque le projet a été. Je ne pourrai jamais avoir confiance dans une IA opaque. C'est clair, net et précis. Or, la plupart des techniques qui sont les plus performantes sont opaques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre en avant l'explicabilité. Et ça, ce que je vous dis, c'est exactement ce que j'ai dit à la commission Breton lorsqu'ils m'ont interviewé pour me dire, professeur Zahila, est-ce que Xtractis est capable d'être au-dessus de l'explicabilité? Donc, l'explicabilité, c'est l'explicabilité ponctuelle d'une décision prise par un système dont je ne connais pas l'intégralité de la logique interne. Bien évidemment, si on utilise des règles, là, c'est intelligible. Si on utilise une équation, c'est intelligible. Mais si on utilise un réseau de neurones ou un arbre boosté ou une forêt aléatoire avec 10 000 arbres, ce n'est plus intelligible. C'est opaque. On dira que c'est opaque. Et dans ce cas-là, donc la technique Lime, par exemple, c'est une technique qui consiste à dire je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais je vais voir ponctuellement comment ça prend sa décision par une approximation locale linéaire. C'est bien, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si vous me prouvez, en sortant une équation du chapeau qui n'existait pas, comment ça prend sa décision pour savoir si c'est un cancer ou pas ici, si vous me le prouvez en ce point-là, avec une autre équation, qu'en est-il de l'infinité de points entre A et B? Vous allez me sortir une infinité d'équations? Impossible. Vous allez valider une infinité d'équations? Impossible. Donc c'est pour ça que l'explicabilité est bien, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui est important, c'est l'intelligibilité. C'est un cran au-dessus. C'est-à-dire, je peux comprendre en tant qu'être humain l'intégralité de la logique interne du système de décision. Donc, en gros, il faut être capable de restituer l'information sur comment ça s'est passé, mais le rendre compréhensible, c'est-à-dire que c'est pas avant même de l'utiliser, avant même d'utiliser le système de manière à ce qu'il puisse être audité par l'expert métier et certifié par le régulateur. Et ça, c'est un point fondamental, et c'est ce que je défends. Et ceci est possible grâce à quoi? Grâce à tout simplement l'induction automatique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un humain qui pond les règles ou les équations, c'est un exocerveau, c'est un super scientifique virtuel qui va, une IA finalement, agent qui va découvrir ces règles et découvrir ces nouvelles connaissances. Parce qu'en science, ça permet de créer de nouvelles connaissances. On parle d'IA générative qui nous ressasse quelque chose qu'on connaît déjà. Mais là, c'est une IA qui permet de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Alors, ce que vient de dire Ziad est très intéressant, et c'est vrai que c'est plus important de parler d'intelligibilité ou d'interprétabilité que d'explicabilité, qui est une réponse un peu technique. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau. Non, dans un cas, c'est local, dans l'autre cas, c'est global. Voilà, justement. Exactement. Et les gens, le travail sur l'explicabilité, en fait, tu as tout à fait raison. Il y a eu beaucoup de choses sur l'explicabilité locale, autour d'un point. Ouais. Il y a aussi des travaux qui sont faits sur l'explicabilité globale, et ça c'en est un exemple, effectivement, ce que tu viens de décrire. Et puis entre les deux, nous on a eu aussi dans Confiance.ai un travail sur ce que les gens appelaient l'explicabilité régionale. Alors ça ne concerne pas l'ensemble du système, c'est un sous-ensemble du système sur lequel on arrive à dire des choses. Encore une fois, Bertrand, appelons un chat un chat. Hein, je dirais, j'ai déjà discuté, vous savez très très bien ma position, que c'est mieux que rien.
Mais je prends le cas de un Thalès, avec lequel on a travaillé quand même, parce que c'est un grand du secteur, et Juliette en est une représentante. Bien sûr. Et en plus, elle est cognitiviste du même bord que moi, donc je ne vais pas bouder mon plaisir, parce que sinon c'est la Saint-Barthélemy, vous savez comment ça se passe. Oui, comme disait la vice-présidente, je la cite, Catherine Briat, de Relations publiques de Eviden, mon partenaire, finalement, Extractis, c'est l'IA des Lumières versus l'IA de l'obscurantisme. Et c'est exactement ça. C'est la transparence pour la démocratie versus l'opacité qui nous tue. Donc, je reprends. Lime, qui permet de faire un système local ou un système global. Si vraiment tu étais content de ton système linéaire, Lime, pourquoi tu ne l'utiliserais pas? Tu ne l'utilises pas parce que tout simplement, il est moins performant, même s'il est explicable, que le système neuronal qu'il essaye de reproduire. En fait, le seul système capable de donner une explicabilité totale, c'est d'avoir les équations, l'ensemble des calculs, les 126 milliards de calculs qui sont faits à chaque étape du raisonnement. C'est ce que je fais, moi, avec Xtractis. Les équations, ce sont des règles floues, ce sont des relations floues d'ordre n, des équations non linéaires, et ça permet de faire quoi? Ça permet, parce qu'on n'a pas parlé de cette chose-là, qui est ce que j'ai proposé en juin 2018. D'ailleurs, la DARPA, elle a lancé AI Next après ma conférence. Ils se sont plantés, juste pour information, 2 milliards de dollars, 1000 personnes pendant 5 ans. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de qualifier Xtractis pour les armées et les agences de renseignement US. La chose est la suivante. Vous avez un réseau un système opaque, excusez-moi, un système opaque quel qu'il soit. Moi, j'avais pris un réseau de neurones 5 couches cachées. Mais je veux savoir ce qu'il a dans le ventre. Est-ce que comment il prend sa décision? Évidemment, le réseau de neurones ne raisonne pas, donc il ne sait même pas comment il prend ses décisions, encore moins le concepteur du réseau de neurones. Je vais utiliser ce réseau de neurones comme générateur de bases de données, exactement comme j'avais inventé Xtractis pour découvrir les décisions stratégiques, les décisions sensorielles inconscientes du cerveau humain. J'aime ce produit, je tombe amoureux de telle personne plutôt que telle personne, mais je ne sais pas pourquoi. Après, j'essaie de rationaliser juste pour me rassurer. Donc, j'utilise le système opaque pour générer une base de données. J'ai la base de données, je lance Xtractis, il me sort les règles. Si je vois que les règles sont discriminatoires, ça veut dire que votre système est discriminatoire. S'il y a des règles débiles, ça veut dire que votre système est débile. Et si Xtractis ne trouve pas un modèle robuste, ça veut dire que votre système, vous avez essayé de pipatouiller, votre système n'est pas robuste et donc il n'est pas utilisable. C'est comme ça que je peux démonter, je vous rappelle, des thèses de doctorat en sciences expérimentales avec cette approche-là, parce que vous savez que 90% des publications scientifiques en sciences expérimentales sont complètement pipatouillées et ça n'est pas robuste. Ça n'est pas robuste au sens où ça marchouille, mais ça ne marche pas. Et ça, c'est gravissime parce que c'est de l'argent public qui est dilapidé. Et à l'université de Compiègne, ils savent ma position. Et donc, on va utiliser Xtractis pour justement éviter de faire ce genre de choses. Donc là, je parle au niveau de la science. Très bien. On n'est plus au niveau des systèmes critiques. À haut risque dont on parlait précédemment. On en prend bonne note. Merci beaucoup, Zied. C'est dit. On arrive au terme de cette émission. Le moment pour nous de faire un petit tour de table sur le sommet sur l'IA qui nous attend dans les prochains jours. On va commencer avec vous, Bertrand, très rapidement, en une phrase. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, concrètement ? Justement, ce que j'en attends, c'est du concret, c'est-à-dire que les 2 premiers sommets, celui de Bletchley au Royaume-Uni et puis celui de Séoul, étaient partis vraiment sur la question existentielle. Est-ce que l'IA va détruire l'humanité ? C'est une question qui se pose encore éventuellement, mais qui n'est pas la question principale qu'on doit se poser aujourd'hui. La question principale qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est au concret, on l'utilise, quels sont les risques, quelles sont les questions de maîtrise des systèmes d'IA par les personnes. Donc des réponses et des engagements sur ces sujets. Des engagements concrets sur les éléments, disons, de sûreté, de fonctionnement de l'IA. Et c'est orienté de cette manière-là, en fait, en prenant en compte les problèmes réels. Et je pense que c'est important d'avoir ça. Puis derrière, des engagements, effectivement, d'un certain nombre d'acteurs sur le fait qu'ils allaient respecter ces exigences. Juliette Mattioli ? Alors, moi, ce que j'attends, c'est 2 choses. La première, c'est que ce sommet mette la lumière sur d'autres choses, d'autres IA que celles qui sont à la mode aujourd'hui, parce qu'elles répondent à des problèmes différents.
Et deuxièmement, qu'elle mette aussi en lumière les acteurs qui travaillent dans l'intelligence artificielle et pas seulement les startups. Il y a énormément de grands groupes français qui travaillent en intelligence artificielle. Il y a des académies qui travaillent. Et en fait, c'est tout un écosystème. Et tout à l'heure, on parlait que c'est vraiment du 360. Et ça, ce serait intéressant de voir qu'il n'y a pas que quelques petites startups et il n'y a pas que ce qui est à la mode. Ziad Zalila, alors vous, bon, c'est un petit peu différent. Dites-nous quand même ce que vous en attendez, parce que même si vous allez être acteur oui, je vais être acteur. Je vais être acteur, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, qu'est-ce que vous en attendez des réunions, de ce qui va se dire, de ce qui va en ressortir? Qu'est-ce que j'en attends? Moi, de l'événement qu'on organise, ce que j'attends de cet événement, c'est vraiment de mettre côte à côte. Vous savez, Xtractis est une IA résonante générale. Elle peut s'appliquer pour la défense, elle s'applique déjà pour la défense, pour le système de sécurité intérieure, pour la cyber, mais aussi pour la santé, pour sauver des vies, mais aussi pour débusquer les biais. Donc quand on est réussi à inviter Madame la vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui avait attaqué la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière quand j'étais en conférence, l'IA, parce qu'elle avait une mauvaise image de l'IA, et qu'après ma conférence, elle m'a dit, si c'est ça, on n'attaque plus les caisses d'allocation familiale, parce qu'il faut le dire, hein, il y a des algorithmes opaques qui sont utilisés, et qui... Donc c'est rétablir un peu l'ordre des choses, c'est ça? Bien sûr, et montrer à la société civile que la technologie existe et qu'il n'y a pas que les IA opaques. Et donc, évidemment, pour détecter les fraudeurs aux allocations familiales, où hier j'étais avec les URSSAF, eh ben, avec une IA transparente et qui est auditée et certifiée, vous n'avez plus à avoir peur. À la rigueur, vous mettez sur la place publique les règles et c'est la démocratie, puisqu'on sait que si on va être contrôlé, c'est parce qu'on a fauté à cause d'une de ces règles. Alors, ceci étant dit, en mettant à jour les règles, vous incitez les malveillants à détourner ces règles. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que quelquefois, on a besoin, même s'il y a une transparence, de garder quand même confidentielles les règles, mais elles sont à la disposition. Si vous avez un système opaque et vous caviardez tout pour dire, vous, Ligue des droits de l'homme ou la commandature du cercle, vous nous avez attaqué, mais on ne vous dit pas comment c'est, il n'y a plus de confiance, il n'y a que de la méfiance. Et c'est ça ce qui est dangereux pour nous, les spécialistes d'IA, c'est rétablir au plus vite la confiance pour dire une IA, ça devrait être toujours de confiance. À la rigueur, IA de confiance, c'est un pléonasme pour moi. Merci Ziad Zalila. Sabrina Ménesrian, on termine avec vous. Déjà, je pense que la confiance, c'est quelque chose de très personnel, juste pour rebondir, et qu'en fait, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, c'est quelque chose que même en lisant, je pense, de la transparence et des algorithmes, quand on n'a pas confiance, on n'a pas confiance. Et parfois, il suffit de très peu, et on peut avoir de la transparence, de la lisibilité, mais il suffit de très peu d'une... On dit que ça se gagne en gouttes et que ça se perd en litres. Eh ben exactement. Voilà, c'est bien résumé. Ben voilà. Et je pense que voilà, on est dans une valeur quand même qui est très subjective et qui est du coup difficile à mettre en œuvre. Par rapport au sommet, moi, ce que j'attends, c'est vraiment un positionnement de la France pour le coup. Prendre l'opportunité que ce soit à Paris et avoir un positionnement qui soit. On a beaucoup d'entreprises en France qui font des choses absolument exceptionnelles en IA. Il y a des grands groupes qui travaillent sur ces sujets-là. On parle beaucoup de Mistral, mais il y a d'autres structures. Et c'est au-delà du principe philosophique, parce que quand même la France est le pays des droits de l'homme, et on sait très bien que nous, on aime beaucoup, et c'est une très bonne chose, on est un peu les gardiens, on va dire, de l'éthique, entre guillemets, on va dire historique. Hein. Ça ne veut pas dire que... Voilà, il y a un historique, même si, évidemment, les choses peuvent se perdre avec le temps, mais en tout cas, il y a une philosophie française, je pense, qui est très intéressante pour l'IA, un positionnement historique qui peut être vraiment... la France peut être vraiment un pionnier dans le domaine de l'éthique, notamment, mais pas que. Et justement, ce sommet, pour moi, il doit aussi être l'occasion de positionner la France sur un rôle de leader sur ces domaines-là et de mettre en avant toutes les initiatives aussi françaises qui existent. On parle beaucoup des initiatives étrangères et voilà, de faire rayonner la France sur ce domaine-là. Ce sera la deuxième fois. Je suis un peu souverainiste, mais bon. De l'année, je partage totalement. Coup sur coup, après les Jeux Olympiques, le sommet sur l'IA, où on va être sous les projecteurs. Et encore une fois, je remercie Madame Isabelle Rome, qui est l'ambassadrice aux droits de l'homme et la commémoration de la Shoah, et Philippe Latombe, qui est le député de Vendée, qui est un spécialiste de la souveraineté numérique et qui défend justement l'équité dans la prise de décision. Je l'ai connu avec Parcoursup. Voilà. Donc j'abonde totalement dans le sens de ce que vient de dire Sabrina.
Je vous remercie tous les quatre. Avant qu'on se quitte, on va faire un petit tour de table avec un petit peu de lecture à vous suggérer. On va commencer avec vous, Juliette. Qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture? Alors, on a beaucoup parlé du programme Confiance. Donc, moi, je conseillerais de lire le livre blanc du programme Confiance, qui permet d'avoir une première taxonomie, qui permet aussi de voir quels sont les problèmes induits par alors une IA, je dirais, industrielle et responsable, hein, pour éviter le mot confiance, mais et comment est-ce que on a attaqué le problème? Merci. Bertrand, vous, de votre côté, vous êtes venu avec... Alors, je suis venu avec, en fait, deux livres, un gros et un petit. L'éthique de l'intelligence artificielle par Luciano Floridi. Luciano Floridi, qui est un des grands philosophes de l'information, qui est un chercheur, professeur à Oxford, qui est un livre très très profond sur les questions éthiques de l'IA, qui a, avec de nombreux, en fait tous les aspects sont abordés, de l'environnement favorable au développement de l'IA, aux questions que ça pose, etc. Donc vraiment une très bonne lecture. Il a été traduit en français, puisqu'il n'était pas en français à l'origine. Elle a été traduite par Enrico Panay, qui est aussi un philosophe technologue qui est sur notre territoire. Et justement, Enrico Panay a produit une version un peu plus petite, plus courte, peut-être plus facile à lire, qui s'appelle L'éthique de l'intelligence artificielle expliquée à mon fils. Ah oui, effectivement, bon, on sent que tout de suite dans la démarche, on va être beaucoup plus accessible. Et donc, oui, mais le livre de Floridi est vraiment plus accessible qu'un certain nombre de ses écrits, mais effectivement, le livre d'Enrico Panay est très très accessible et explique bien donc tous ces éléments. Zied, vous, de votre côté, vous êtes venu avec toute une bibliographie. Oui, en fait, je recommanderais L'éloge du flou par Arturo Sangalli, qui est un docteur en mathématiques. Il ne parle pas que de mathématiques du flou, il parle aussi de réseaux de neurones et de génétique. Mais ça me paraît très intéressant parce que dans la plupart des langues occidentales, le flou est connoté péjorativement, alors que pour nous, les spécialistes des mathématiques du flou, l'imprécision, la certitude épistémique et la subjectivité, c'est de l'information. Et je vous rappelle, quand vous pilotez un véhicule, vous ne faites que percevoir des informations floues et décider en flou, à partir de règles floues. Vous n'avez pas la position exacte du véhicule, dans la voie, ni la distance exacte au centimètre près. Et pourtant, vous réussissez à gérer ça. De ce fait, les logiques continues, qu'on appelle vulgairement logique floue, logiques continues, sont beaucoup plus des logiques humaines que ne le sont la logique binaire d'Aristote. Donc, la logique floue, que sais-je, une de mes professeurs, Bernadette Bouchon-Meunier, qui était aussi à ma thèse de doctorat. C'est sympathique. Bon, ça donne une première idée sur ce que c'est que la logique floue. C'est facile à lire. Une grosse centaine de pages, voilà, pour survoler un petit peu le exactement. Donc, c'est un que sais-je. Ce livre-là, je l'ai amené non pas pour le contenu, pour sa couleur. C'est pour la couleur, exactement. C'est mon professeur Arnold Kaufmann qui a été mon maître j'ai été son dernier doctorant. Les expertons. Les expertons. Le contenu n'est pas fameux, c'est pas un problème, mais c'est la couleur qui m'a intéressé parce que le bleu turquoise a changé ma vie. Si ce livre-là avait été blanc, je serais pas là parmi vous. Et c'est parce qu'il était bleu turquoise que je suis parti le voir et j'ai retrouvé dans ce qu'il appelait mathématiques floues, ce que j'avais adoré en DEA, un an auparavant, les mathématiques grises pour le traitement d'images, qui sont les mathématiques du flou appliquées au traitement d'image. Pour une fois qu'on peut parler d'un livre pour son contenant et pas son contenu. Juliette a mentionné tout à l'heure le livre blanc de Confiance.ai. Il se trouve qu'il était de couleur bleue. Mais c'est pour ça que j'ai été attiré par la couverture de téléphone. Ça, c'est l'essai que j'ai commis en 2017. Qui était en fait, c'est facile à lire, il n'y a pas de maths. En fait, je faisais un vis-à-vis entre l'intelligence artificielle connexionniste, donc les réseaux de neurones, avec l'intelligence artificielle cognitive floue augmentée qui est à la base de Xtractis. Et finalement, j'ai ramené quand même ma Torah, ma Bible, mon Coran. C'est les 500 pages de la théorie des relations floues d'ordre N. C'est des mathématiques pures, c'est très hard à lire. Mais c'est ce que j'enseigne à mes Bac plus 1 jusqu'à Bac plus 8 qui ont la capacité de lecture, tout est là-dedans. C'est que des définitions, des théorèmes d'Elem. C'est cette base-là qui a permis d'étendre et d'unifier les mathématiques du flou. Et c'est celle qui est à la base de Xtractis aujourd'hui. Des pages, avec des démonstrations. Mais bon, c'est comme ça. Il faut sortir de la boîte, comme tu disais, Sabrina, et savoir emprunter des chemins de traverse, parce que sinon, on ne fait que répliquer ce que nos anciens nous ont appris. Et donc, on ne peut pas innover. Je me considère comme un rebelle scientifique,
mais comme tous les rebelles scientifiques, c'est comme ça qu'on a fait évoluer la science. Sinon, on serait encore avec Mais on en déduit quand même, sans jeu de mots trivial, qu'il faut passer par cette théorie des relations floues pour y voir plus clair. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'apprends à mes étudiants et qui forment 100% de l'Intellitech. Et ça, c'était quand même parce que je savais que Juliette était présente. Nous avons commis aussi ce livre blanc qui est vraiment fondateur de mon point de vue c'est la flore. L'impact et les attentes donc pour la normalisation de l'intelligence artificielle. Qui est disponible et qui a été envoyé à l'équipe de Villani pour le rapport Cédric Villani, donc notre... Et voilà. Et donc ça, c'est pour montrer qu'en France, nous avons des matheux. Je rappelle que l'IA, ce n'est pas de l'informatique, mais ce sont des mathématiques. Et que comme on a de très bons matheux, c'est ça ce que je proposais à Bercy en 2001. J'avais fait toutes les prédictions de la situation actuelle de la France. Une seule ne s'est pas réalisée, États-Unis d'Europe. Toutes les autres se sont réalisées, y compris la Chine et tout. Et je leur ai dit, misez plutôt sur l'ingénierie, l'économie de la connaissance, parce que ça nous coûtera pas cher. Et l'industrie... L'IA, mathématiques et informatique. Oui, bien sûr. Bertrand, c'était juste pour dire que ce n'est les pas mathématiques sont très importantes, voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'informatique. Bien sûr, il y a de l'informatique, bien évidemment. Et il y a des mathématiques dans l'informatique. Et en fait, tout est imbriqué. Bien évidemment. Mais c'est d'abord des mathématiques. Je rappelle, un réseau de neurones, c'est théorie des graphes et de l'optimisation. Voilà. Et ça, c'était X-Ratis, c'était... Après, il faut le mettre en machine. Mais voilà. Comment ? Après, il faut le mettre en machine. Oui, donc, il y a de l'informatique. Bien évidemment. Et l'optimisation, des calculs, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord. On termine cette petite bibliographie avec manager les math skills, libérer le potentiel de la neurodiversité en entreprise, donc que vous avez écrit, Sabrina Ménasria. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Oui, alors déjà, il n'y a pas de sujet d'ego je sais que dans le domaine de l'IA, l'ego est très important, notamment chez les dirigeants qu'on connaît. Alors c'est pas pour l'ego que j'ai plutôt conseillé mon livre, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres livres qui évoquent aujourd'hui ces compétences spécifiques qui sont indispensables pour l'ère d'incertitude dans laquelle on est, et notamment dans les domaines de la tech et de l'IA. Donc ce livre, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, j'ai rassemblé des méthodes pour pouvoir libérer le potentiel des talents qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans les entreprises, qui sortent des cases, comme vous l'avez dit, Zied, et qui du coup ne trouvent pas forcément leur place, mais qui est précisément, il faut aller chercher, développer, parce que dans les domaines de l'IA, c'est de ces talents-là qu'on a besoin. Alors comment on fait pour les détecter ? Parce que eux-mêmes souvent ne le savent pas. Il y a beaucoup de sorties de route, faut le savoir. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent du système scolaire parce que le système scolaire est trop convergent normatif. Il y a beaucoup qui, malheureusement, on en a aussi dans les prisons. Il y en a qui sont pas forcément sur les postes où ils peuvent exprimer leurs compétences MAD. Ils sont pas sur les bancs de l'école, sur le chemin classique. Ils sont pas dans le tunnel, en fait. Non. Ils sont en dehors du tunnel. Et pour faire de l'IA, il faut des gens qui sont pas dans le tunnel, justement, parce qu'il faut innover. Et innover, c'est effectivement ne pas répéter, c'est créer de la nouveauté. Et pour créer de la nouveauté, on peut pas répéter ce qui existe déjà, on s'en inspire et on développe sa pensée divergente. Et les personnes qui ont ce type de fonctionnement cognitif, elles l'ont déjà, elles sont extrêmement précieuses pour les métiers de l'IA. Et donc, comme on est dans un domaine professionnel, dans l'entreprise, donc il faut pouvoir les manager, parce que c'est pas le tout de dire on va embaucher des talents, mais ces talents-là, ils pensent tellement différemment. C'est très difficile à manager. Exactement. D'où le manager les math skills. Ah oui, c'est très, je vous le dis. Moi, je n'ai que des comme ça, et ils sont très difficiles à manager. Mais très difficile, voilà. Mais quand on a compris comment ils fonctionnent et quand on s'intéresse à leur fonctionnement. C'est la confiance, encore une fois. La confiance. La confiance est très précieuse sur ces talents. Je pense qu'il y a aussi une question d'écoute et d'empathie, là. Absolument, absolument. Qui est le talent premier du manager aujourd'hui. L'objectif, le suivi, le leader. Donner l'envie, comment on donne l'envie. Exactement. Donner l'envie, exactement. Donner envie, donner la vision. Donc après, il y a le leadership. Dans l'avenir. Voilà, pour projeter dans l'avenir, mais il y a aussi la capacité à détecter ces potentiels-là chez les personnes qui nous entourent et chez les personnes qu'on embauche. Et ça, c'est très fort. Et c'est les compétences d'un manager, mais tous les managers aujourd'hui font pas ça. Souvent, c'est des experts techniques, mais la compétence humaine qui est nécessaire pour manager, développer et qui est indispensable pour l'IA, et du coup, elle se travaille. Donc, c'est ce que j'explique dans le livre. Et un petit parallèle, MAD, c'est pas fou, hein, c'est l'acronyme de Make a Difference. Donc, je sais plus si je l'avais déjà dit, mais c'est important de le souligner parce que c'est vraiment ce qui
crée la nouveauté, l'innovation, l'adaptation au changement, avec une force et une puissance, comme je l'ai déjà dit, intellectuelle, émotionnelle et créative, et qui est aujourd'hui pas valorisée dans les systèmes scolaires académiques, il faut le dire, même s'il y a des adaptations qui sont mises en place. Il y a beaucoup de neuroatypiques qui sortent des systèmes classiques, et il faut pouvoir les rattraper. Et justement, il y a des programmes qui sont mis en place pour justement former ces jeunes-là à des technologies, surtout dans la cybersécurité. Ils sont extrêmement bons. La pensée divergente est très importante. En IA, ils sont extrêmement bons. Et donc, pour pouvoir justement donner une place à ces jeunes et puis libérer leur talent qui aujourd'hui est sous-employé, il y a un gâchis monumental, il y a une réserve, vraiment des pépites, mais qui sont aujourd'hui pas du tout utilisées. Et donc, ce livre, il a vocation justement à remettre l'accent sur ces talents-là et à favoriser quelque chose, et je terminerai là-dessus parce que pour moi c'est vraiment, on a beaucoup parlé d'éthique, on a beaucoup parlé de valeurs humaines en fait, et c'est assez intéressant comment la technologie nous amène à penser notre humanité, elle nous challenge toujours. Bien sûr, oui. Et dans le domaine, il y a ce terme de neurodiversité ne concerne pas que les neuroatypiques, c'est l'ensemble des différences cognitives humaines qui sont qu'on appelle un peu la mixité cognitive, qu'on fait interagir et qu'on arrive à mettre en musique pour porter un projet, un collectif et de manière ultime, un idéal, parce que je suis une idéaliste et je l'assume. Donc voilà, donc c'est tout ça qui est résumé dans ce livre. Humaniste. Et profondément humaniste, et par défaut. D'abord, humaniste. Exactement. Par défaut. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à tous les quatre, Sabrina, Zied, Juliette et Bertrand, pour avoir déjà participé et nous avoir éclairé sur tous ces sujets. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. On traversera l'actualité du mois de février qui aura été ponctué par un début haut en couleur justement avec ce fameux sommet pour l'IA qui aura lieu donc les 10 et 11 février prochains. En attendant, on vous souhaite à toutes et à tous et à vous aussi ici présents une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci Stéphane.